Donc moi je suis Olivier, je suis le responsable génomique chez Protéigène, un distributeur donc basé en France, et donc je m'occupe particulièrement de la gamme Mission Bio. Je remercie déjà donc les organisateurs aujourd'hui pour me laisser l'opportunité de vous présenter la plateforme single cell multiomique Tapestry de Mission Bio, notamment ses applications en oncologie. Après une introduction, je laisserai la parole au docteur Nabi Masla de l'unité INSERM 1131 et de l'hôpital Saint-Louis pour la partie application qui vous présentera donc l'intérêt du single cell sequencing dans un modèle de tumeur myéloïde, les néoplasies myéloprolifératives. Alors donc d'abord une courte introduction donc sur la technologie Mission Bio. Alors donc le postulat de départ, c'est en fait que le cancer donc va être est une maladie en fait qu'on appelle hétérogène, dans le sens où elle est composée en fait de plusieurs clones qui vont avoir une origine commune, c'est-à-dire un clone avec une mutation, et ces clones vont ensuite évoluer en acquérant différentes mutations. Donc ici en blanc, et par exemple on crée différentes populations clonales, c'est ce qu'on appelle l'hétérogénéité clonale. Ces clones vont se comporter différemment dans le sens où ils vont croître à des vitesses différentes, dans des proportions différentes et surtout peuvent réagir différemment à des thérapies. C'est donc extrêmement important dans le suivi d'un cancer de pouvoir identifier ces clones donc, au cours de la pathologie et d'un traitement. La première stratégie, la plus traditionnelle, consiste à faire ce qu'on appelle un séquençage de masse ou bulk sequencing. Le problème du bulk sequencing, si on peut dire, c'est que l'on va s'intéresser essentiellement en fait à une moyenne. Et notamment, on va ne pas prendre en compte ce qui se passe donc au niveau cellulaire, donc ce qu'on peut voir par exemple ici, au niveau de la cellule unique, ce qui peut conduire à l'omission d'événements rares qui vont être finalement noyés dans la masse et rester invisibles. Si on résume ici, donc en séquençage de masse, en bulk NGS, on va avoir un échantillon, des millions de rides, et finalement on va analyser donc la présence de mutations au sein des clones qui vont constituer en fait une moyenne des mutations présentes sans préserver le profil mutationnel au niveau cellulaire. À l'inverse, avec la technologie Tapestry, on va avoir en fait non pas un seul échantillon, mais des milliers d'échantillons qui vont correspondre à des milliers de cellules individuelles. Et ce séquençage va permettre de préserver et de regarder ce qui se passe en fait au niveau cellulaire, de garder la précision cellulaire et de pouvoir identifier les différents clones qu'on peut voir ici avec les différentes cellules. C'est-à-dire qu'on va pouvoir vraiment savoir quels variants sont présents dans chaque cellule, pouvoir suivre les différents clones et aussi, c'est extrêmement important, identifier des mutations, ce qu'on peut voir ici dans les cellules 3694 et 3696, des mutations rares qui n'auraient pas pu être identifiées par le séquençage de masse. La stratégie globale donc, de Mission Bio repose donc sur 3 éléments. Le premier élément, c'est bien sûr la présence de kits qui vont différer entre eux par le choix que vous allez faire au niveau des panels d'oligo. Donc pour cette plateforme donc multiomique à la fois ADN et protéines. Je vais revenir après en détail là-dessus. L'instrument qui va permettre la genèse des librairies NGS single cell et la partie analytique bioinformatique qui est libre d'accès. Tout d'abord, donc quelques caractéristiques principales de l'instrument Tapestry. Donc, c'est un instrument qui va permettre de faire ce qu'on appelle du target single cell DNA sequencing par amplicon sec, et également regarder l'expression des protéines de surface. Pour cela, on va pouvoir rechercher la présence de SNV, l'insertion des lésions sur plus d'une centaine de loci. On va pouvoir également regarder ce qui se passe au niveau des CNV, que ce soit au niveau du gène ou au niveau du chromosome, et ceci donc pour chaque manip sur environ 5000 à 10 000 cellules uniques, donc ça générait 5000 à 10 000 data. La sensibilité du système est très bonne puisqu'on va pouvoir identifier des clones rares avec une sensibilité qui peut descendre jusqu'à 0,1%.
Vous avez le choix de travailler donc avec des panels soit catalogue ou soit à façon, et cette technologie est compatible avec différents tissus. On va voir ici, donc on a déjà réalisé des expériences sur l'ensemble des tissus qui sont présents ici sur la droite. On peut travailler donc bien sûr sur des biopsies liquides, on peut travailler sur également des tissus solides, alors qu'ils soient frais ou congelés, avec un protocole d'isolation des noyaux qui a été développé par Mission Bio. Il faut savoir donc que comme on travaille sur l'ADN, c'est beaucoup plus stable que l'ARN, donc on obtient des résultats très très robustes, y compris sur des échantillons qui seraient particulièrement dégradés. Le workflow général, c'est celui-ci. Donc la première étape va consister bien sûr à choisir votre panel d'intérêt. Deuxième étape, ça va être la genèse des librairies single cell à l'intérieur de l'instrument. Je vais revenir après sur cette étape. Et cela va ensuite s'intégrer dans votre workflow habituel de séquençage NGS avec des plateformes Illumina. Et enfin, en dernière partie, la partie d'analyse bioinformatique qui se fait en ligne et qui est en accès libre. La partie, ce qui se passe en fait dans l'instrument, c'est donc un instrument qui fonctionne avec de la microfluidique avec deux étapes d'encapsulation. La première étape d'encapsulation va consister à encapsuler donc, dans des microgouttelettes votre cellule avec des protéases. Les protéases vont bien sûr dégrader les protéines et permettre d'avoir un accès aux lysats cellulaires. On a ensuite une deuxième étape d'encapsulation qui va consister à venir ajouter les réactifs, les primers, à votre gouttelette pour pouvoir ensuite réaliser de l'amplification ciblée, donc par ampli consec. Concernant les protéines, on a une étape préalable ici en amont qui va consister à venir marquer vos cellules avec un anticorps qui va contenir un tag. Cet anticorps va ensuite être dégradé ici par les protéases, permettant de libérer le tag qui va être ensuite, ici dans ces étapes-là, pouvoir être amplifié afin d'identifier les protéines qui se sont fixées à votre cellule. Les anticorps, pardon, qui sont fixés à votre cellule. Au niveau des panels qui sont disponibles, on dispose d'un certain nombre de panels catalogues ici sur la gauche. Il y a bien sûr la possibilité également de créer des panels à façon. On peut soit les créer complètement de novo, ou soit bien sûr partir également de ces panels catalogues et venir ajouter ou enlever des cibles d'intérêt. Les panels catalogues peuvent contenir 20 et 1000 amplicons et on dispose également d'un cocktail d'anticorps, d'une trentaine d'anticorps qui permet de couvrir une grande partie des protéines de surface. Là également, c'est aussi également complètement customisable puisqu'on peut également ajouter ou enlever des anticorps. Au niveau des applications, vous pouvez retrouver donc sur le site Mission Bio la liste des publications. Vous en retrouvez ici une certaine partie récente sur les applications majeures telles que les résistances thérapeutiques, tout ce qui concerne le MRD, donc la Minimal Residual Disease, ou l'hétérogénéité clonale et le gene editing. Voilà, j'en ai terminé donc pour cette courte introduction sur la technologie Tapestry. Donc je vais laisser maintenant la parole au docteur Nabi Masla. Je remercie d'ailleurs chaleureusement pour sa présence aujourd'hui. Et on pourra se retrouver donc juste après si vous avez des questions. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Nabi Masla et je travaille à l'hôpital Saint-Louis dans l'unité INSERM U1131 et au laboratoire de biologie cellulaire. Et dans notre unité, nous nous intéressons à un type de tumeur hématologique particulier que l'on appelle les néoplasies myéloprolifératives et qu'il convient un peu de définir avant de vous présenter un petit peu l'intérêt du séquençage à l'échelon unicellulaire dans ce type de tumeur. Alors, les néoplasies myéloprolifératives sont en fait un groupe hétérogène de maladies qui sont caractérisées par une anomalie de la cellule souche hématopoïétique et qui aboutissent à la prolifération tumorale de cellules myéloïdes matures qu'on peut décomposer en 3 maladies différentes. Ce peut être une prolifération tumorale de globules rouges et dans ce cas-là, la maladie sera appelée une polyglobulite vaquaise. Une prolifération tumorale de plaquettes plutôt, et dans ce cas-là, on appellera ça une thrombocytémie essentielle, et ou une prolifération
de globules blancs associés surtout à des fibroblastes qui prolifèrent dans la moelle osseuse, siège de l'hématopoïèse. Et dans ce cas-là, on appellera ça une myélofibrose qui pourra être primitive ou secondaire aux deux autres maladies citées précédemment. Alors, on sait aujourd'hui qu'il existe des mutations initiatrices de ces néoplasies myéloprolifératives, initiatrices parce qu'on sait que leur seule présence suffit à reproduire un phénotype, le phénotype de la maladie, lorsque présente chez la souris. Ces mutations initiatrices sont aujourd'hui au nombre de 3. On a des mutations qui sont connues dans le gène JAK2, JAK2V617F, qui est présent d'une proportion importante des cas, ou des mutations plus rares dans l'exon 12 et non pas l'exon 14. Le deuxième gène par ordre de fréquence le plus fréquemment muté est le gène de la calréticuline, qui est une protéine chaperonne. Et on a également des mutations dans le gène du récepteur de la thrombopoïétine, qui est le gène MPL. Dans tous les cas, donc, ces mutations initiatrices ont pour effet commun d'activer de manière constitutive la voie JAK-STAT, qui est à l'origine de la prolifération tumorale incontrôlée. Alors, l'évolution naturelle des néoplasies myéloprolifératives, il faut savoir qu'il y a une évolution qui est sans traitement, qui est irrémédiable vers la myélofibrose ou la transformation vers des maladies plus agressives qui constituent des urgences médicales, que l'on appelle des leucémies aiguës, qui sont myéloblastiques en général. Et on sait aujourd'hui que l'évolution clinique de ces malades est fortement reliée à l'acquisition de mutations additionnelles, en plus des 3 mutations que je vous ai citées précédemment dans ce type de maladie. Et toutes ces mutations que je vous ai encadrées ici peuvent atteindre des voies de signalisation, des voies cellulaires différentes, comme d'autres voies de signalisation, comme ici la voie RAS. Ça peut atteindre des facteurs de transcription comme TP53 ou RUNX1, ou des gènes de l'épigénétique tels que DNMT3A ou TET2. Ces mutations, pour certains, sont considérées comme de mauvais pronostics. L'exemple typique, c'est l'acquisition des mutations de TP53 et l'association à la transformation aiguë de ces maladies. Alors, voici la fréquence, un peu pour vous schématiser ça, de ces mutations qu'on retrouve chez les malades. Vous voyez qu'en tête, on retrouve les mutations initiatrices, bien évidemment, avec la mutation JAK2V617F fortement en tête. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'acquisition de toutes ces mutations additionnelles qu'on retrouve ici, parfois dans un pourcentage important de cas, se fait de manière aléatoire dans les cellules et contribue à l'évolution clinique des malades. Et donc réciproquement, aujourd'hui, on admet que cette évolution clinique est fortement corrélée à l'acquisition de mutations et donc à l'évolution clonale dans les cellules des malades qui sont atteints de ce type de maladie. Alors, comment approcher au mieux cette évolution clonale? De 2 manières différentes. La première, c'est en essayant de regarder quelle est la répartition des mutations décrites précédemment au sein des cellules des malades. Et donc, ce qu'on considère vrai aujourd'hui, c'est qu'à la phase inaugurale de la maladie, on a une seule mutation, la mutation initiatrice, qui est responsable du phénotype de néoplasie myéloproliférative, comme vous le voyez ici dans l'encadré du haut. Et au cours de l'évolution de la maladie, le risque augmente avec l'acquisition de mutations qui se fait vraiment de manière aléatoire, avec ici, vous voyez, une mutation qui va être acquise dans le clone responsable de néoplasie myéloproliférative, ou on peut avoir une acquisition de clones qui vont survenir dans des cellules adjacentes et contribuer à la diversité clonale de la maladie et au risque augmenté de transformation en leucémie aiguë myéloblastique. Le deuxième paramètre qui est important pour apprécier au mieux cette évolution clonale, c'est d'essayer de regarder quel est l'ordre d'acquisition des mutations dans ce type de maladie, puisqu'il a été montré récemment dans ce type de tumeur que l'ordre d'acquisition des mutations avait un impact sur le type de néoplasie myéloproliférative et sur son pronostic, puisque vous voyez ici avec un exemple de 2 gènes, l'acquisition de mutation de JAK2 ou de TET2, que l'acquisition d'une mutation de JAK2 avant l'acquisition d'une mutation de TET2 entraîne, dans une proportion plus importante de cas, un phénotype de polyglobulie de Vaquez, alors que l'inverse, l'acquisition d'une mutation de TET2 avant l'acquisition d'une mutation de JAK2, entraîne un phénotype plutôt de thrombocytémie essentielle, avec des malades qui ont un pronostic plus péjoratif lorsqu'ils ont acquis une mutation de JAK2 avant la mutation de TET2, avec une survenue de thrombose beaucoup plus importante. Alors, ces 2 éléments que sont l'étude de la répartition des mutations et l'ordre d'acquisition des mutations dans les cellules des malades
permettent de reconstituer ce qu'on appelle l'architecture clonale des malades, qui est aujourd'hui capitale pour essayer de mieux comprendre la physiopathologie de la maladie évolutive et la réponse au traitement. Alors, on en a discuté, enfin mes collègues en ont discuté précédemment, donc les méthodes d'approche qui permettent l'analyse en single cell existent beaucoup en ce qui concerne l'expression génique, avec des techniques maintenant de haut débit qui permettent d'isoler des cellules et de réaliser du RNA sec associé avec une expression génique détectée sur de nombreux gènes. Mais bien évidemment, ces techniques ne permettent pas d'approcher le génotype et l'architecture clonale des cellules. Dans les méthodes qui permettent d'étudier le génotype et l'ADN des cellules, on a les techniques historiques, qui sont les systèmes de culture en colonie ou de tricellulaire en une cellule par puits en cytométrie, qui sont toujours utilisées et qui sont suivies de techniques de séquençage ou de PCR multiplex à la recherche de mutations ciblées. La technique Mission Bio qui vous a été présentée par Olivier précédemment, elle a pour avantage de permettre l'isolement à l'échelon unicellulaire à haut débit, vraiment, je vous remontrerai ça tout à l'heure, et associé à un séquençage en haut débit également sur un panel de gènes qui peut être customisé, qu'on a réalisé sur une vingtaine de gènes qui sont les plus fréquemment mutés dans les néoplasies myéloprolifératives et que je vous ai présenté précédemment. Alors, pour un petit peu illustrer la puissance de cette technique-là, je dirais, j'ai choisi de vous présenter des données qu'on a engrangées sur un sous-type particulier de néoplasie myéloproliférative et qui sont mutées pour le gène TP53. Alors, comme vous devez le savoir, donc, les mutations de TP53 sont, comme dans tous les cancers, considérées comme un facteur de mauvais pronostic indépendant, puisqu'ils impactent fortement la transformation en leucémie aiguë myéloblastique. Et qu'à la transformation, on retrouve dans 50% des cas de leucémie aiguë myéloblastique secondaire à une néoplasie myéloproliférative, une mutation de TP53. Donc la question importante, elle est plutôt d'ordre descriptive sur ce travail. Elle est de répondre d'abord à ces deux questions qui sont comment apparaissent ces clones TP53 chez les malades en phase chronique et comment éventuellement ils sont sélectionnés chez les malades. Et donc, nous avons étudié l'architecture clonale de 8 malades atteints de néoplasie myéloproliférative dans leur progéniteur CD34+, des malades qui présentaient des mutations de TP53 détectées en NGS, dit en masse ou en bulk, présenté par Olivier précédemment. Alors, en termes de résultats, donc vous voyez ici les critères de qualité. Donc, je vous disais que c'était une méthode qui permettait l'isolement des cellules à OD8. On a réussi sur 8 malades à isoler près de 46 000 cellules, comme vous le voyez ici, avec une moyenne de cellules par patient à 5 700 cellules par malade, avec, vous voyez ici, une technique de NGS en amplicon qui permet d'avoir un nombre de reads raisonnable par amplicon, 110 reads par amplicon par cellule, avec un taux d'allèle dropout qui est assez faible, et un nombre de variants détectés par malade de l'ordre de 5, avec de manière plus importante des substitutions nucléotidiques détectées. Alors, quand on regarde maintenant l'architecture clonale des malades, donc je vous ai mis quelques exemples pour vous illustrer la chose. Ce qu'on arrive à reconstituer ici, vous voyez l'exemple de 2 malades qui ont des architectures simples. La première à gauche, ce qu'il est important de comprendre, c'est que cette architecture clonale est bien la photographie à l'instant T de la composition clonale des cellules du malade. Et donc, vous voyez ici que ce patient-là a une hématopoïèse résiduelle, dite wild type ici, donc non mutée pour le panel de gènes étudiés, qui est assez importante. Et vous voyez que ce clone wild type a acquis une mutation initiatrice dans le gène JAK2 et alternativement sur une autre cellule, une mutation de TET2. Et ce clone JAK2, responsable de néoplasie myéloproliférative chez ce malade, évolue et devient homozygote par recombinaison homologue, qui est un événement fréquent dans ce type de maladie, avant d'acquérir, vous voyez, une mutation de TP53 ici, sur ce clone JAK2 homozygote. Donc c'est un clone doublement muté de JAK2 homozygote, TP53 hétérozygote. Chez ce deuxième malade ici, vous voyez encore une fois une hématopoïèse résiduelle normale, je dirais, assez importante, avec l'acquisition d'un gros clone responsable de néoplasie myéloproliférative et porteur d'une mutation calaire cette fois, le gène de la calréticuline à l'état hétérozygote. Et vous voyez que cette mutation de la calréticuline va être associée dans 2 clones différents à des mutations indépendantes de TP53 dans 2 clones différents avant de subir une recombinaison homologue sur le clone TP53
et de manière indépendante tout seul. Quand on regarde maintenant, vous voyez des architectures clonales un peu plus complexes, vous voyez que rapidement, la hiérarchie clonale se complexifie rapidement. Et vous voyez encore une fois ici, chez ces deux malades, même une hématopoïèse résiduelle quand même assez importante, avec encore une fois l'acquisition d'une mutation initiatrice comme événement leucémique. Et sur ce clone initiateur, encore une fois, l'acquisition d'une mutation de TP53. Après cette acquisition de clone TP53, une acquisition d'une mutation de TET2 et la recombinaison homologue qui va s'effectuer sur le gène JAK2 avec un clone final ici, je dirais, qui sera homozygote JAK2, TET2 hétérozygote et TP53 hétérozygote. On a l'acquisition d'autres clones de manière indépendante, dont je parlerai moins. Ce malade-ci est intéressant également, puisque vous voyez ici que c'est un malade qui, à partir de son hématopoïèse normale, va développer 3 clones différents, 2 clones TET2, un clone JAK2, et vous voyez ici que seul le clone JAK2 évolue au niveau clonal, avec une acquisition d'une mutation de TET2, un autre clone qui devient homozygote, et sur ce double clone JAK2 TET2 ici, encore une fois, l'acquisition d'une mutation de TP53 à l'état hétérozygote. Voilà, donc c'est un petit peu rébarbatif, mais un dernier malade pour vous montrer que ces malades sont très hétérogènes. Vous voyez ici qu'ils peuvent présenter des architectures clonales très complexes. Vous voyez ici ce malade qui présente 12 clones différents avec une hématopoïèse résiduelle assez faible finalement, et encore une fois l'acquisition d'abord d'une mutation initiatrice qui devient homozygote, avant l'acquisition de mutations dans des gènes qui sont considérés comme de mauvais pronostics. Et finalement, l'acquisition, vous voyez ici, chez ce malade, de 7 mutations de TP53 différentes, ce qui représente bien la complexité chez ce malade. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion finalement de ces architectures clonales? La première, c'est concernant les mutations initiatrices, quelque chose qui était bien évidemment connu et fort heureusement, on le retrouve ici sur les architectures clonales, c'est que les mutations initiatrices sont des événements précoces dans la leucémogénèse des néoplasies myéloprolifératives, avec les mutations de l'épigénétique comme TET2 ou DNMT3A. En ce qui concerne TP53, vous voyez qu'il y a un profil se distingue, c'est qu'on observe que ces mutations sont des mutations tardives, elles ne contribuent pas à la jeunesse de la maladie, mais plutôt à son évolution clonale et clinique finalement, et que ces mutations apparaissent toujours dans un clone porteur d'une mutation initiatrice de JAK2 ou de CALR dans notre étude. Et lorsque plusieurs clones sont présents, les mutations sont présentes dans des clones indépendants. Alors, en conclusion, j'espère vous avoir convaincu que l'étude de l'architecture clonale dans les tumeurs hématologiques aujourd'hui est capitale, puisqu'elle permet de refléter l'évolution clinique des malades. Quelque chose dont j'ai moins parlé, qui est en cours d'étude, c'est d'essayer de regarder quelle est la réponse au traitement de ces différents clones lorsqu'on ajoute de l'interféron ou de l'hydroxyurée aux malades. Ces architectures clonales sont bien évidemment, comme vous l'avez bien vu, le reflet de l'hétérogénéité des malades et de leur profil clinique. Et donc, on considère bien évidemment que l'évolution clonale est une des explications de l'évolution clinique, quelque chose qui est vraiment à retenir. Mais pour mieux évaluer ça, évidemment, des études longitudinales sont nécessaires, comme par exemple étudier les cellules des malades au diagnostic et à l'évolution clinique ou à la transformation en leucémie aiguë myéloblastique. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à les poser dans le chat. Alors, Est-ce que vous aimeriez avoir plus d'informations sur cette technologie? Bon, je pense que ça a été tellement clair qu'il y a